Orban. Bon, il suffit, Fouché. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, partez. Je peux fort bien me passer d'un ministre de la police, que ce soit vous ou un autre. Je constituerai ma propre force de police. Et je la dirigerai personnellement, voilà tout. Et comment justifierez-vous mon renvoi? Justifié auprès du peuple? Non, vous croyez vraiment qu'il vous regrettera, le peuple? Le peuple, non. Mais vous, si. Que nous allons nous intéresser aujourd'hui à Joseph Fouché. Alors Joseph Fouché, vous en avez sûrement déjà entendu parler, ou au moins vu, ne serait-ce que dans la série de téléfilms où il est incarné par Gérard Depardieu, qui avec sa bonhomie habituelle rend mal en fait le portrait de Fouché, qui a vraiment l'aspect du fonctionnaire acariâtre par excellence. Et Stefan Zweig, donc, qui est un auteur célébrissime de la première moitié du XXe siècle, nous en livre une biographie qui livre un portrait de Fouché en tant qu'homme qui traverse toute l'époque, qui n'a aucune conviction, qui est un arriviste fini, mais qui a tout de même des subtilités psychologiques qui font de lui autre chose qu'un homme avide de pouvoir. Et chose que Zweig, évidemment, c'est l'auteur du joueur d'échecs, donc un psychologue extrêmement fin, va parvenir à rendre. Généralement, dans les biographies, on a au moins une anecdote de l'enfance du personnage qui servira à justifier, à expliquer l'ensemble de sa vie future. Ce n'est absolument pas le cas dans cette biographie, où on a une page de description de ses 20 premières années, où en somme on nous dit qu'il est issu d'une famille de marins nantais, et que ça ne contribuera absolument pas à sa vie, puisqu'il n'en a pas du tout le tempérament. Il va falloir donc caser le jeune Joseph Fouché ailleurs. Où est-ce qu'on va caser Joseph Fouché, vu qu'il est très intelligent? À l'époque, c'est quand même nettement le clergé qui domine si on veut s'élever socialement. Et donc Fouché va aller servir chez les oratoriens, il va prendre la tonsure et commencer à enseigner, à se former intellectuellement pendant 10 longues années. Cependant, il y a une particularité qui va nous permettre d'appréhender dans un premier temps son caractère déjà. Chose typique chez Joseph Fouché, dès le premier, le plus bas échelon de sa carrière, se manifeste un trait essentiel de sa nature, sa répugnance à se lier entièrement et irrévocablement à quelqu'un ou à quelque chose. Oui, effectivement, il ne fait pas de vœux, Fouché. Il se contente d'être, on va dire, le moins religieux des religieux, si on peut le dire en ces termes-là. Et dès 1778, il va rejoindre une espèce de société, comme on dit à l'époque, une société intellectuelle, où il va côtoyer déjà Robespierre. Alors évidemment, ce n'est pas le Robespierre qu'on connaît de la Terreur, c'est le Robespierre qui est un jeune avocat, qui est encore bourgeois, et où on va commencer à disserter sur les droits de l'homme. Évidemment, il y a la Révolution aux États-Unis, on parle de Lafayette, qui est évidemment glorieux à cette époque, et il y a une effusion intellectuelle qui se crée entre la bourgeoisie, entre les intellectuels et entre le clergé de province. C'est relativement libre et ça va vraiment inspirer beaucoup le jeune Fouché qui très vite, dès les états généraux, à la première mandature, va être candidat et va être élu député. Élu en 1792, il s'installe à la Plaine. Effectivement, il est lié à ses électeurs qui sont beaucoup plus conservateurs, bourgeois nantais, et il sent tout de même le regard inquisiteur derrière lui de Robespierre, qui est à la montagne et qui espérait déjà à l'époque un positionnement beaucoup plus radical de Fouché, qui était son ami. Et cette vigilance qu'a Fouché, il la doit sûrement à ses années chez les oratoriens, où il a appris la discussion convenue, le sens du dialogue cordial, et surtout à ne pas trop se faire remarquer. La Plaine, c'est donc un choix de temporisation. Il comprend que la révolution est quelque chose de relativement précaire, une balance qui peut osciller de deux côtés, et donc il lui faut, dans un premier temps, tâter le terrain. Et ce choix, il va être amené à le faire très rapidement, puisque quelques mois plus tard, il faut voter pour ou contre la mort du roi. Effectivement, après la fuite de Varennes, le roi est enfermé, et une fois qu'on a délibéré sur la culpabilité du roi, on doit déterminer quelle va être la sanction. Il y a donc une grande séquence à ce moment-là où l'ensemble des députés passent pour dire s'ils sont pour ou contre la mort de Louis XVI. Et on suppose, vu la tendance à la modération de l'Assemblée à ce moment-là, que Louis XVI devrait s'en sortir. Cependant, les montagnards
aidé évidemment par le Club des Jacobins, dissuade fortement les députés modérés ou conservateurs de voter contre la mort du roi. Et Fouché, au dernier moment, et c'est assez révélateur de sa personnalité, alors qu'il assurait encore quelques heures auparavant à l'ensemble de ses collègues que, bien sûr, il voterait pour que le roi survive, va totalement changer de positionnement. Donc là, on a évidemment l'arriviste en politique, celui qui a peur très facilement, qui est timoré, parce que si on peut prendre la tête du roi, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas prendre la tête d'un député? Cependant, il va devoir rendre des comptes à ses électeurs. Et pour rendre des comptes à ses électeurs, au lieu d'attendre leur remontrance, il va immédiatement faire paraître des dépêches, un manifeste, où il dit qu'évidemment il était pour la mort du roi, que c'était absolument impardonnable cette trahison vis-à-vis du peuple et de la nation, et il va complètement changer ses positions. Et ça, c'est caractéristique des stratégies de Fouché, c'est un temps, temporisation, on ne voit vraiment pas de quel côté il va se ranger, et lorsqu'il doit trahir, c'est radical. Il n'y a pas de période de transition. Une personne qui l'encensait une heure auparavant peut devenir la lie de l'humanité en à peine quelques secondes si c'est nécessaire à la survie de Fouché. Il se trouve que l'apparition de ce manifeste, où il est extrêmement véhément, va intimider ses électeurs et va intimider les bourgeois qui vont avoir peur que ça se retourne contre eux et qu'ils subissent, parce que déjà on entre dans une phase où la révolution est un petit peu moins joyeuse. Et Fouché va comprendre quelque chose à ce moment-là, c'est que les hommes sont extrêmement influençables et il suffit de menacer un peu pour voir l'immense majorité d'entre eux se ranger de son côté. Zweig nous dit: à partir de ce jour-là, Joseph Fouché a dans ses mains le dur et froid levier avec lequel il viendra à bout des crises les plus difficiles, le mépris des hommes. Une fois que la mort du roi a été votée, Fouché peut se permettre d'être le plus vindicatif et le plus radical des montagnards, auprès desquels il siège à présent. Cependant, il sent malgré tout que, alors que quelques mois auparavant, tout le monde se précipitait à la tribune pour faire valoir ses opinions et espérer tout simplement qu'il y ait une effusion intellectuelle telle que la Convention serait un lieu formidable d'échange, d'esprit critique et de libération pour la totalité des hommes qui sont dorénavant des hommes libres et non des sujets. Eh bien, il n'y a plus d'applaudissements. On prend modérément la parole et on surveille chacun de ses mots, pour la simple raison qu'on a compris que sa propre vie peut dépendre de la prise de parole à la tribune. Fouché sent cela et très vite, il se propose comme proconsul, c'est-à-dire qu'il y a des situations de crise en province qu'il convient de régler et certains députés doivent être envoyés dans ces provinces avec un pouvoir absolu pour satisfaire les exigences du Parlement. Fouché donc se propose, il retourne en région nantaise et il applique les leçons qu'il a apprises, c'est-à-dire qu'en permanence il menace de faire condamner à mort, de faire prendre les biens des riches. L'immense majorité des hommes se soumettent, il lève un trésor formidable pour la Convention, il fait un nombre de recrues assourdissant pour l'armée, si bien que la Convention reconnaît le nom de Fouché, alors qu'il était très discret jusqu'à présent, il est encensé par l'ensemble de ses amis révolutionnaires qui voient en lui vraiment un fidèle gardien de la Révolution. Si ce n'est peut-être Robespierre qui a toujours en travers de la gorge le fait qu'il n'ait pas immédiatement rejoint le bon côté de la force. Alors Zweig peut-être a une propension plus importante à discerner ce genre de choses puisqu'il était un juif autrichien, mais il considère que Fouché est le premier communiste de l'histoire, car effectivement, il considère qu'il n'y a pas lieu d'être, qu'il y ait une propriété au-delà des besoins naturels et nécessaires des hommes, et que tout le superflu appartient en réalité à la nation. Sauf que, puisqu'il est aussi zélé pour servir la République, Fouché, à son retour à Paris, va être envoyé à Lyon. Lyon fait partie des villes les plus conservatrices de France à ce moment-là. Il y a un vivier royaliste. Ils se servent pour la première fois de la guillotine pour guillotiner le plus fervent des républicains lyonnais. Alors évidemment, à Paris, la nouvelle passe mal et on ordonne à ce que la ville soit matée. On envoie un proche de Robespierre, Couthon, qui fait une série de promesses pour raser la ville. Et donc Couthon, très rapidement, après ces manières extrêmement grandiloquentes sur la punition qu'on va infliger à Lyon,
se rend compte que tout ça est très excessif et que, bon, on va faire quelques exécutions de principe, mais on ne va pas prendre des mesures beaucoup trop drastiques. Mais très vite, les Jacobins se plaignent, considèrent qu'il faut aller plus loin dans la révolution, qu'il faut punir l'ensemble de la réaction fortement, et c'est bien qu'on va envoyer Collot d'Herbois et Fouché pour mater les insurgés et les royalistes lyonnais. Fouché, qui jusqu'à présent considérait qu'il pouvait pactiser avec la bassesse humaine simplement en menaçant, simplement en soutirant contre leur volonté, mais sans du moins leur ôter la vie ses adversaires, eh bien, se voit contraint cette fois de servir dûment la Révolution et va donc être celui qu'on surnommera le mitrailleur de Lyon. Il commence par un défilé anticlérical où il habille tel un prêtre un âne, où il met à sac les églises. Il célèbre ironiquement l'Eucharistie. Il se lance donc dans une diatribe profondément athéiste que même le plus anticlérical des révolutionnaires n'aurait pas faite. Trouvant que la guillotine travaille trop lentement, selon ses propres termes, Fouché condamne plus de 2000 personnes à mort, et généralement c'est par centaines qu'il les attache deux par deux et qu'il les fait mitrailler avant d'être jetés dans une fosse commune. Donc effectivement, on commence à avoir des méthodes d'exécution et une systématisation qui ressemble à une terreur totalitaire, un siècle et demi avant son heure. Le problème, c'est que Fouché est extrêmement prévoyant et visionnaire politiquement sur ce genre de questions. Il voit que, alors que quelques mois auparavant, quelques semaines plutôt auparavant, on l'encensait pour chacune de ses actions, pour chacune de ses mises à mort, comme le pionnier de la Révolution, on n'entend plus un bruit, plus un seul applaudissement depuis la capitale pour l'œuvre qu'il rend à la Convention. C'est en réalité que les plus radicaux ont déjà été exécutés par Robespierre, il ne le sait pas encore lorsqu'on le somme de revenir à Paris, et donc il diminue fortement le rythme des exécutions pour justement, c'est sa spécialité, montrer qu'à un moment, il a été extrêmement zélé si on lui demande de prouver que c'est un révolutionnaire, et montrer par ailleurs qu'il essayait de modérer la terreur s'il doit rendre des comptes à des modérés ou des royalistes, selon comment le vent tournera. Et par ailleurs, il a gardé une documentation très typique de Fouché pour prouver que c'est Collot d'Herbois qui est responsable du gros des massacres si jamais il fallait jeter quelqu'un avec l'eau du bain. Les deux dernières exécutions qu'il prononce avant de revenir à la capitale sont celles du bourreau et de son adjoint, histoire d'effacer les traces au maximum. On n'est jamais trop prudent. Effectivement, les Hébert, les Danton, la clique des révolutionnaires les plus zélés ont été éliminés par Robespierre qui va à présent jeter son dévolu sur Fouché. Mais Fouché n'entend pas se laisser faire. Alors, comme pour chacune de ces tactiques, il va d'abord essayer de gagner du temps. Il va prendre la parole à la Convention plutôt qu'au Comité de salut public pour dire qu'il ne doit rendre des comptes qu'à la Convention, ce qui est déjà défier Robespierre. Donc, Fouché, qu'on voit comme l'homme timoré qui n'agit que dans l'ombre, prend tout de même la parole devant l'ensemble de ses collègues et défie Robespierre publiquement, alors que n'importe qui d'un peu sensé à ce moment-là aurait essayé de faire profil bas. Évidemment, Robespierre, qui a une forme d'idéalisme, qui n'est pas athée, la fête de l'être suprême, va attaquer Fouché sur son athéisme. C'est assez surprenant, mais c'est vraiment ça qu'il va lui reprocher. Et également le fait de ne pas avoir été assez zélé dans les exécutions. Donc encore une fois, Fouché utilise son argument d'avoir un pied dans chaque camp pour justifier son attitude. Fouché, face à cet idéalisme, ne peut pas prendre la parole en public, il n'est pas aussi bon orateur que les Robespierre, mais en revanche, il travaille d'arrache-pied pour convaincre un à un chacun de ses collègues, si bien que, alors qu'il se fait plus discret, il parvient à être élu président du club des Jacobins, c'est-à-dire quelque part la chasse gardée de Robespierre, et pris d'assaut sans qu'il s'en rende compte par Fouché, son ennemi. Alors à ce moment-là, Fouché active tous les ressorts institutionnels pour se préserver de Robespierre, il fait ajourner des séances, il refuse de rendre des comptes, il temporise au maximum. Si bien qu'il a le temps
de réunir une somme de conspirateurs qui ont tous extrêmement peur de Robespierre, Barras, Tallien et une part non négligeable de la Convention, pour les décider à tous ensemble se soulever contre Robespierre. Robespierre arrête une date pour que Saint-Just réclame au comité de salut public et à la Convention la tête d'un certain nombre de conspirateurs, mais Fouché frappe en premier. D'abord, Robespierre hésite, on ne sait pas pourquoi il ne nomme pas directement Fouché, si bien que Robespierre frappe trop tard. Dès que Saint-Just prend la parole pour exiger des têtes, on le fait taire. Tallien, Barras, la somme des conspirateurs s'en prennent à Robespierre, Saint-Just et sa clique, et ils arrivent à mettre Robespierre hors la loi. L'incorruptible meurt le lendemain. Mais Fouché, même s'il sent le vent tourner, refuse de retourner s'asseoir du côté de la droite, du côté des modérés. Il ne profite pas de la victoire thermidorienne. Il se contente de continuer de siéger avec les montagnards parce qu'il sent que jamais les royalistes et la droite ne toléreront le vote pour la mort du roi réalisé quelques années plus tôt. Fouché reste donc à la montagne, reste un radical. Il soutient en réalité Gragus Babeuf, le communiste, qui sera exécuté très rapidement, et encore une fois, Fouché, dans la pure tradition de lui-même, se contentera de renier complètement son comparse, si bien que son extrémisme finit par être sanctionné. Il n'est pas renouvelé par ses électeurs nantais cette fois, et s'ensuit un exil de 3 ans. Pendant ce temps d'exil, eh bien Barras va tout de même se servir de Fouché. Il sait que c'est un homme de talent, et donc il l'emploie à toutes les basses œuvres de conviction, d'écoute, de surveillance, si bien qu'avant même d'être ministre de la police, Fouché se familiarise avec ces méthodes-là, alors qu'il n'a plus le sou. Et vraiment, il parvient à peine à nourrir sa famille, et il perd 2 de ses enfants à cette période-là, parce qu'il simplement, il est vraiment sans le sou. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que celui qui exigeait qu'on prenne tout aux riches va reprendre goût à l'argent. Il va comprendre que nous ne sommes plus sous Robespierre, et donc les affaires reprennent. Si bien que, vu qu'il a des contacts avec le monde politique, et que le monde politique l'emploie pour avoir des informations, les financiers vont commencer à lui demander d'intercéder en leur faveur. Et il va, avec Barras, s'enrichir auprès de toutes les magouilles envisageables économiquement à cette période-là. Donc il se tisse un réseau d'espions, il commence à comprendre le système économique qui refleurit, et il s'enrichit. Si bien que Barras le rappelle, il est nommé ministre de la police, et là, le monde entier tremble. On se souvient de Fouché comme le mitrailleur de Lyon, comme le plus jacobin des jacobins, un de leurs présidents. Donc forcément, la population parisienne est complètement effrayée de revoir les heures de la terreur, alors que Barras semblait, lui, un homme beaucoup plus raisonnable. Et Fouché surprend tout le monde. Fouché, sans l'ombre d'une hésitation, une fois qu'il voit que les jacobins s'agitent un petit peu trop, prend les devants, se rend au club des Jacobins et, de la manière la plus lacunaire qui soit, leur dit que leur club est dissous, alors qu'il en a été le président. Parce que psychologiquement, Fouché a cette expérience et comprend parfaitement que les Jacobins ne sont plus ceux qu'ils étaient en 1793 et que ce sont juste des bavards qui, dès qu'on va hausser un petit peu la voix, auront peur pour leur vie. Fouché voit bien cependant que le régime du Directoire est un régime extrêmement instable. Aussi, il sent qu'il va y avoir un changement de régime. Barras, paraît-il, négocie avec Louis XVIII pour, en échange d'un duché, lui rendre la France. Mais il sent surtout que Napoléon Bonaparte a des ambitions qui viennent jusqu'à Paris. Fouché, lui, est au courant que Bonaparte a regagné secrètement la capitale, et il sait qu'il faut monter déjà un coup d'État. Bonaparte a l'appui de Lucien, qui est député. Il se familiarise avec la BCIS, il se familiarise avec l'ensemble des milieux parisiens, et on attend la décision de Fouché, car Fouché, ministre de la police, du fait de ses compétences, est parfaitement au courant des velléités bonapartistes. Et il n'en rend pas compte à Barras. Parce qu'il sait justement que quoi qu'il arrive, il va se passer quelque chose. Il veut pouvoir justifier d'être dans les 2 camps
Il ne prévient ni Barras, ni ne se range véritablement du côté de Bonaparte. Il y a une scène extrêmement drôle lorsque le président du directoire se rend à un dîner organisé chez Fouché, où il y a Bonaparte et l'ensemble de la clique. Il fait une allusion et on ne sait pas si en réalité il se prépare à trahir Bonaparte ou s'il se prépare à trahir le directoire. Et pourtant l'ensemble des acteurs est sur place. Mais en réalité, et c'est là le génie de l'analyse psychologique de Zweig, eh bien il pense que Fouché ne le sait pas lui-même. Fouché frétille juste d'avoir ce pouvoir entre ses mains. Fouché est content de la manipulation pour la manipulation. Le coup d'État réussi et Fouché a été immédiatement reconnu pour ses justes services qui consistent à son inactivité par Bonaparte. Il est donc maintenu comme ministre de la police sous le consulat. Bonaparte est plutôt rapidement sceptique vis-à-vis de Fouché puisque dès 1800, alors qu'on présume aux nouvelles qui arrivent que Bonaparte a perdu, eh bien, d'un côté, les fidèles bonapartistes disent qu'il faut faire confiance au futur empereur. De l'autre, on envisage immédiatement de remplacer Bonaparte et Fouché, lui, se tait, comme toujours, lorsque la situation est ombragée, dirons-nous. À partir de là, selon Zweig, la confiance entre Bonaparte et Fouché est rompue. Il ne le voit plus que comme quelqu'un d'extrêmement malin et pas comme un serviteur potentiel. Si bien qu'il y aura toujours cette ambiguïté dans leur relation qui consistera plutôt à rendre crédit à Fouché qu'à réellement le considérer comme un être fidèle, à juste titre d'ailleurs. Fouché a un informateur qui est tout de même proche du futur empereur puisqu'il s'agit de la future impératrice qui, du fait de ses nombreux problèmes d'argent, a été à maintes reprises soudoyé par Fouché pour obtenir des informations. Donc résolument, dans le conflit qui oppose Joséphine au reste de la famille Bonaparte, Fouché est du côté de Joséphine, à la fois parce qu'il comprend qu'avec Joséphine et l'absence d'héritier, Napoléon ne peut s'institutionnaliser au-delà de sa personne comme éternelle dans le temps, mais aussi tout simplement parce qu'il ne veut pas un retour de l'influence monarchiste, il ne veut pas de ce type de régime, puisqu'il s'est déjà largement compromis du côté républicain. Ce serait sa fin en quelque sorte si l'Empire avait des bases beaucoup trop solides. Et historiquement, il faut bien comprendre que même lorsque 2 ans plus tard, Napoléon est proclamé empereur, eh bien, il y a une instabilité. On n'est pas si loin de la Révolution et ce n'est pas parce que Napoléon est empereur qu'il peut se priver de l'ensemble des leviers de légitimité et d'influence qui sont en dessous de lui. En l'occurrence, le ministre de la Police, qui sait tout, qui a inventé les techniques d'investigation modernes, qui surveille l'ensemble du courrier, est extrêmement dangereux pour Bonaparte. D'ailleurs, Bonaparte va créer une police pour surveiller la police de Fouché. Donc déjà, on a des guerres de police internes qui existent à l'époque du consulat, puis de l'Empire. Bonaparte subit donc un attentat et immédiatement, l'ensemble de la famille Bonaparte accuse les révolutionnaires, les jacobins, les agitateurs, alors que Fouché, lui, résolument pense qu'il s'agit des chouans. Et l'histoire donne raison à Fouché, mais ça ne lui donne pas beaucoup plus de crédit auprès de Bonaparte, car Bonaparte voit que Fouché a eu une intuition qui lui donne tort à lui. Il lui reconnaît un mérite intellectuel, mais il est quelque part blessé dans son orgueil de voir qu'il y a un être qui a une influence et des capacités qui peuvent rivaliser avec les siennes à certains égards. Zweig d'ailleurs va toujours opposer l'intelligence froide de Fouché au génie de Bonaparte, qui, s'il est historique évidemment, relève plus d'un côté mystique qui n'est pas purement raisonneur, purement rationaliste. Fouché est tout de même reconnaissant à Bonaparte d'avoir rendu un service au peuple français tout au long du consulat, celui de remettre la France en ordre, de rétablir la paix avec les puissances étrangères. En 1808, alors que Bonaparte est en campagne, on sent qu'il y a un potentiel débarquement anglais et qu'il risque d'y avoir des attaques sur le territoire pendant que Bonaparte est éloigné. Mais comme Bonaparte n'est pas là, l'ensemble du personnel politique est paralysé. Seul Fouché décide de prendre l'initiative, ce qui pourrait s'apparenter à une forme de sédition, et lève des troupes en France sans l'autorisation de Napoléon et boute les Anglais hors de France. Si bien que
alors que tout le monde lui fait des remontrances, Napoléon lui donne crédit, et c'est à ce moment-là qu'il est véritablement jugé comme un être extrêmement compétent parmi l'ensemble de ses serviteurs par Bonaparte. Cependant, on ne sait pas si c'est parce que le maître des espions en France devient trop paranoïaque, si c'est parce qu'il a pris goût au pouvoir et au fait d'être autonome de Napoléon, mais il lève à nouveau des troupes sans raison, alors qu'on ne voit pas poindre le bout du nez d'un seul Anglais sur le territoire. Donc, on apparente cela à une volonté de se montrer comme l'égal de Napoléon, alors que celui-ci est déjà empereur et qu'il doit comprendre qu'il ne peut plus se mesurer à lui. Comme il a été très clairvoyant quelques semaines plus tôt, Bonaparte lui passe cette extravagance. Cependant, lorsque Fouché décide que pour se mettre historiquement à l'égal de Bonaparte, il faut qu'il négocie secrètement la paix avec l'Angleterre, alors que Bonaparte, lui, veut continuer la guerre, évidemment, il finit par se faire découvrir et là, il est remercié. La lettre de remerciement de Fouché est entre l'éloge et la remontrance. Comme il ne peut pas congédier Fouché car il est trop influent et trop dangereux, il supprime la fonction de ministre de la police et il va justifier de cette suppression en disant « Fouché, vous avez fait trop bien votre travail, nous n'avons plus besoin de police pour surveiller le peuple français ». Évidemment, une coquette somme d'argent est attribuée à Fouché, ainsi qu'un comté, et il est mis en quelque sorte en réserve. Fouché va donc devoir attendre jusqu'à 1814. En 1814, Napoléon revient battu de la campagne de Russie. Il essuie sa dernière grande défaite à la bataille des Nations de Leipzig et les Bourbons reviennent sur le trône de France. Fouché louvoie, il fait des rapports à Louis XVIII, mais comme Bonaparte l'avait précédemment exilé pour qu'il ne soit pas dans ses pattes et qu'il ne soit pas dangereux dans des circonstances aussi troubles, eh bien, il n'est pas arrivé à temps et c'est Talleyrand, le grand rival de Fouché, qui est en quelque sorte son alter ego, mais moins besogneux et venant du monde aristocratique alors que lui vient du monde d'en bas, a pris la tête du gouvernement. Fouché n'a donc toujours aucune utilité. Et c'est seulement lorsque Bonaparte revient pour les 100 jours qu'on se dit « Ah, il serait peut-être utile que le ministre de la police, celui qui a des yeux partout, celui qu'on surnomme l'araignée, serait bien utile. » Mais Fouché, encore une fois, à avoir un pied dans chaque camp, refuse de se positionner, refuse les propositions qui lui sont faites par le gouvernement de Louis XVIII et temporise. Il leur dit, voyons, même si Bonaparte revient, en peu de temps, il sera à nouveau vaincu et vous reviendrez, vous n'avez qu'à temporiser. Donc il se justifie auprès des deux camps pour à la fois refuser les avances des Bourbons et donc pas être fidèle à Napoléon, et à la fois donner des raisons aux Bourbons de ne pas s'inquiéter du retour de Napoléon. Il prend place à nouveau comme ministre de la police, sauf que l'ensemble des puissances européennes, que ce soit Metternich, que ce soit les Anglais, que ce soit Louis XVIII, en réalité ne veulent négocier qu'avec lui et pas avec Napoléon, parce qu'ils savent qu'avec Fouché on peut s'entendre, mais Napoléon on ne peut plus en entendre parler. Napoléon est évidemment battu en 1815 à Waterloo, et c'est alors que un nouveau régime va prendre place. Fouché navigue habilement pour être élu président du Conseil provisoire qui dure 2 semaines, seule période où il dirigera vraiment lui-même seul la France, pendant 15 jours, et il offre la France à Louis XVIII en trahissant l'ensemble de ses collègues qui avaient espéré qu'autre chose que la monarchie puisse être mise en place. S'il offre la France à Louis XVIII, c'est parce qu'il a la conviction qu'il pourra à nouveau être ministre de la police sous la monarchie, chose qui est effectivement le cas pendant 3 mois. Mais en réalité, Fouché ne prend pas conscience du contexte historique. Il est trop assoiffé d'être dans le jeu pour comprendre que son heure est venue. Il lui suffit d'avoir la main dans la pâte, sans se soucier de ce qu'est cette pâte. Il lui suffit d'être ministre, que ce soit de droite, de gauche, de l'empereur ou du roi. Il lui suffit de ronger l'os du pouvoir. Jamais il n'aura la force morale, jamais même il n'aura l'habileté instinctive ni la fierté de refuser les rogations d'autorité qu'on lui jette. Toujours, il acceptera la fonction qu'on lui donne. L'homme, la chose ne sont rien pour lui, c'est le jeu qui est tout. Car effectivement, fondamentalement, ce n'est pas le fait d'avoir de l'influence, il sait que c'est temporaire. Ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent, il sait qu'il en aura quand bien même il se retire, qui compte pour Fouché. C'est le fait d'être actif dans le jeu. C'est ça
qui est fondamentale dans sa psychologie. C'est ça qui lui permet de passer l'ensemble des époques tumultueuses qui vont de la Révolution à la Restauration. Fouché va donc être remercié parce que, comme il l'avait prévu lui-même 20 ans auparavant, on ne peut pas accepter dans un gouvernement monarchiste un régicide. Fouché va donc être poliment remercié dans un premier temps, puis on va l'éloigner de plus en plus. On va non plus l'appeler duc d'Otrante, mais seulement Monsieur Fouché, le mitrailleur de Lyon, et il va être déshonoré. Il va faire appel à l'ensemble de ses amis, mais toujours on voudra l'éloigner beaucoup plus, et plus personne ne lui adressera la parole. Il mourra seul, comme le traître qu'il a toujours été, sans honneur. Il ne méritait pas un meilleur sort que celui d'être abandonné de tous, comme il a abandonné tous ses maîtres. Fouché, c'est le prototype de l'arriviste républicain, mais il faut lui reconnaître au moins l'intelligence et le don pour louvoyer, qui est le seul don qu'on peut avoir si seule la raison nous guide. Entre silencieusement le vice appuyé sur le bras du crime. Monsieur de Talleyrand soutenu par Monsieur Fouché. La vision infernale passe lentement devant moi, pénètre dans le cabinet du roi et disparaît.